ce matin, nous allons faire ensemble un nouveau thème. Nous allons parler de puériculture. Alors, autour de ce thème, nous verrons d'abord la toilette et les soins du bébé. Nous verrons ensuite la préparation de biberon. Et en fin de séance, nous abordons deux sujets difficiles, les urgences chez le bébé et surtout la prévention de la mort subite du nourrisson. Alors, je vais commencer par le sujet le plus intéressant, c'est-à-dire la toilette du bébé. Je vous conseille, pour pouvoir refaire ce cours à la maison avant la naissance de votre bébé, d'essayer d'avoir un poupon ou un nounours, enfin quelque chose qui se rapproche corporellement du bébé, et de refaire les gestes sur le lieu que vous aurez choisi à la maison pour la toilette du bébé. Je vais d'abord commencer par vous donner en gros le matériel qu'il faut pour que vous soyez à l'aise pour la toilette de votre bébé. Tout d'abord, au niveau du gros matériel, une baignoire, celle de votre choix. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut que ce soit un récipient creux. Donc si vous avez une bassine, si vous avez même votre lavabo que vous avez au préalable désinfecté, javelisé, rincé avant la toilette de votre bébé, c'est parfait. Ce qui est important également, plus que la table allongée est intéressante, mais elle n'est pas obligatoire. Plus que la table allongée, le coussin allongé, ça c'est un outil que vous pouvez transporter partout, que vous pouvez mettre sur une table. Ça c'est surtout dans les cas où les salles de bain sont vraiment toutes petites. Quelquefois j'ai des parents qui vont faire la toilette du bébé à l'extérieur de la salle de bain, soit dans la chambre, soit dans le salon, soit sur la véranda. Donc voilà, donc il faut voir comment on s'organise par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi au niveau du gros matériel, c'est d'essayer d'avoir, donc on va imaginer, puisqu'on n'est pas dans une salle de bain, essayer d'avoir tout près un lavabo, un point d'eau. Alors si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'avoir un lavabo ou un point d'eau à portée de main, essayez d'avoir une petite bassine d'eau avec votre petit savon de Marseille à côté pour le lavage fréquent des mains. Je reviendrai sur le lavage des mains tout à l'heure. Essayez d'avoir, à défaut d'un pommeau de douche pour le rinçage. Tout à l'heure, je vais vous parler du rinçage dans le contexte. Si vous n'avez donc pas la douche qui vous permettra de rincer, essayez d'avoir une bouteille d'eau, une petite carafe d'eau qui fera office de pommeau de douche. Voilà, ça c'est dans le cas où vous n'êtes pas dans votre salle de bain. Ça, donc on a vu le gros matériel. Au niveau du petit matériel, alors ce qui est important quand vous faites la toilette de votre bébé, c'est d'avoir un savon. Donc je vais essayer de faire ce cours sans nommer de marque de produit, parce que je ne suis pas en train de faire de la pub. Si vous voulez des renseignements de produits, sur WhatsApp, on peut communiquer. Mais pendant le cours, je vais essayer de ne pas donner de nom de produit. Alors, ce qui est important pour la toilette de votre bébé, c'est d'avoir un savon. Donc ici, nous avons du savon qui fasse le mieux les cheveux et le corps, c'est-à-dire shampoing et savon corporel, donc les deux associés. Sinon, vous pouvez prendre un savon pour le corps à part et un shampoing à part. Donc là, nous avons le savon. Ce qui est également essentiel pour la toilette du bébé, c'est les dosettes de sérum Phi. Vous allez en déguster. Je vous conseille, dès que vous avez une promo de sérum Phi, d'acheter des boîtes parce que jusqu'à l'âge de 3-4 ans, on déguste du sérum Phi. Le reste, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc déjà, l'essentiel, savon, corps et cheveux, sérum Phi, des compresses, des paquets de compresses stériles non tissées. J'insiste sur le non tissé. Vous pouvez en avoir avec votre ordonnance à la sortie de la maternité, des ordonnances données par le cabinet ou votre médecin, votre pédiatre. Sinon, c'est sans ordonnance en pharmacie. Donc, il faut quand même que vous ayez des compresses non tissées à la maison stériles. Du coton. Donc ici, nous avons des cotons rectangulaires que vous trouvez dans le rayon puériculture des supermarchés. On peut remplacer le coton par du papier mouchoir que vous pouvez plier en forme de rectangle. Voilà, grosso modo pour le matériel.
Alors maintenant, on va un petit peu procéder à la toilette du bébé. Alors ce qui est important dans la toilette du bébé, ce qui est vraiment important dans la toilette du bébé, tout d'abord, c'est que le bébé, le bain, c'est une fois par jour avec savon. C'est-à-dire que aujourd'hui on fera le bain avec savon. Vous le baignez une seule fois par jour avec savon jusqu'à l'âge de 6-7 mois. Si vous voulez lui donner un deuxième bain par jour, vous n'utilisez pas de savon, vous le baignez à l'eau. Ceci, c'est pour ne pas décaper la peau du bébé qui est déjà très fine. Autre chose concernant la toilette du bébé, je vais vous apprendre aujourd'hui une technique qui n'est pas très connue, qui est connue des professionnels, mais que je vais vous recommander pendant 2 à 3 mois, le temps que votre bébé sache bien tenir sa nuque et ses épaules, c'est-à-dire rester légèrement semi-assis. Donc ça, c'est après 3 mois. Donc cette technique de toilette du bébé, c'est pour les bébés nouveau-nés jusqu'à 2-3 mois. C'est une technique où on va savonner le bébé sur le coussin allongé, le rincer, le sécher sur le coussin allongé, puis procéder aux petits soins. Voilà, donc ce qu'on voit souvent, c'est qu'on savonne directement le bébé dans le bain. Je ne vous apprends pas aujourd'hui à savonner votre bébé directement dans le bain. On le savonne à sec sur le coussin allongé. Voilà un petit peu pour le fil des soins. Donc je vais commencer tout d'abord par déshabiller mon bébé, changer sa couche, parce qu'on va imaginer qu'il a eu de grosses selles. Donc je vous apprends en même temps comment faire le change. Avant de déshabiller votre bébé, donc on imagine qu'ici il y a le lavabo ou le petit point d'eau que vous avez choisi pour vous laver les mains. Donc je me lave les mains avec de l'eau, du savon. J'insiste entre les doigts sur le haut de la main, les poignets, les ongles, et je me savonne les mains pendant minimum 30 secondes. Donc mentalement, vous comptez jusqu'à 30 pendant que vous vous savonnez les mains. Je me rince les mains à l'eau claire, je sèche les mains avec du papier, pas la serviette de la cuisine, pas la serviette de la salle de bain, qui garde l'humidité, donc qui garde les microbes. Alors, une petite parenthèse avant de procéder aux petits soins du bébé. Le gel hydroalcoolique, alors en ce moment, crise sanitaire oblige, on entend beaucoup parler du gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique doit être utilisé avec modération pour le bébé et pour vous quand vous touchez votre bébé, parce que ça contient de l'alcool et des produits chimiques. Donc gardez votre gel hydroalcoolique pour les sorties occasionnelles quand vous n'avez pas le choix. La meilleure technique pour avoir une bonne hygiène des mains, c'est la technique que je viens de vous montrer avec l'eau, le savon, le papier. Donc j'ai les mains propres. Je déshabille mon bébé. Donc n'oubliez pas, on imagine qu'il a eu de grosses selles. Alors le pire pour au niveau des selles du bébé, enfin le pire entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le méconium. Le méconium, ce sont des selles noirâtres, noir vert foncé, collantes comme du goudron, qui apparaît à la naissance et dure 48 heures environ. Donc ce sont les premières selles du bébé. J'imagine le méconium parce que c'est très difficile à nettoyer. Et c'est vrai que pour le méconium, je vais vous conseiller de l'huile. La meilleure huile pour la peau du bébé, c'est l'huile d'olive. Vous achetez de l'huile d'olive agriculture biologique, vous faites votre change méconium avec l'huile. Vous pouvez hydrater la peau du bébé avec l'huile d'olive. Même le cuir chevelu, je reviendrai dessus pendant le cours. Donc là, on est en train de changer la couche d'un bébé qui a eu du méconium. Donc voilà, donc je prends la couche. Je vais utiliser le haut de la couche pour commencer à décoller le méconium. Si ce n'est pas le méconium, les autres selles, vous faites pareil. Vous nettoyez un petit peu les organes génitaux.
vous vous dirigez vers l'anus, vous emprisonnez les selles dans la couche et vous laissez momentanément le bébé sur la couche, le temps de faire le change, le petit soin. Donc on peut prendre le coton ou le papier, vous versez votre huile d'olive sur le coton si c'est du méconium. Si les selles sont normales, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet. Et on va nettoyer du pubis vers l'anus. Si votre coton est suffisamment large, vous pouvez le plier à nouveau. Vous remettez de l'huile et vous faites du pubis à nouveau vers l'anus. Vous changez de coton, vous reprenez le même geste tant que la partie antérieure du bébé et de ses organes génitaux reste sale. Une fois que ça vous paraît correct, il faudra maintenant nettoyer les fesses du bébé au niveau de l'arrière. Alors, ce que je vois souvent et que je vais vous demander de ne pas faire quand vous nettoyez les fesses de votre bébé. Ce que je vois souvent, c'est ce geste-là. Alors, on soulève le bébé et on va nettoyer ici les fesses du bébé. Ce geste-là, ne le faites pas parce que ça peut bloquer la trachée du bébé ici et j'ai des bébés qui sont déjà devenus bleus pendant le change. Donc, on va faire autrement. C'est plus simple en fait. Vous mettez votre bébé sur le côté, donc il ne risque rien au niveau de sa respiration. Et vous allez nettoyer la fesse ici en terminant le geste par l'anus. C'est très très important de toujours terminer le geste par l'anus du bébé. Quitte à plier, à remettre de l'huile et à faire à nouveau la fesse jusqu'à l'anus. Une fois que c'est suffisamment propre, vous changez de coton. Vous le mettez de l'autre côté. Alors mon bébé est un petit peu... Voilà, il doit garder la tête droite. Vous le mettez de l'autre côté et on fait l'autre paume de fesse jusqu'à l'anus, quitte à plier et à remettre de l'huile ou de l'eau. L'autre paume de fesse jusqu'à l'anus. On emprisonne le coton dans la couche sale. On ferme. Et on jette. Voilà. Alors, ce qui est important dans le geste du change du bébé, c'est de ne jamais, jamais, jamais faire remonter vers le méa urinaire. Vous devez toujours arrêter votre geste en dernier au niveau de l'anus. Ne faites pas remonter les selles vers l'endroit où le bébé fait pipi. Vous risquez de favoriser les infections urinaires. Alors, une fois que votre bébé a été changé, on peut commencer la toilette. Alors, je viens de toucher potentiellement les selles du bébé. Je me relave les mains, de l'eau, du savon. J'insiste entre les doigts, les poignets, les ongles. 30 secondes, je rince, j'essuie avec du papier. Attention, regardez mes ongles, ils sont courts. Pas de vernis, pas d'ongles trop longs et encore moins pas de faux ongles. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Très très important. On continue. Alors, là on va procéder maintenant à la toilette du bébé. J'ai préparé ma baignoire avec de l'eau tiède. J'ai rempli ma baignoire de 10 cm d'eau tiède, pas plus. 10 cm d'eau tiède. C'est pas la peine d'aller plus loin. 10 cm d'eau tiède. Je peux vérifier la température de l'eau avec la partie interne de mon poignet. Si c'est pas trop chaud pour moi ni pas trop froid, c'est bon. Je peux aussi vérifier avec la pointe du coude. Ça, c'est au cas où vous n'ayez pas de thermomètre de bain. Si vous avez un thermomètre de bain, vous pouvez vérifier la température de l'eau. Elle peut être située à 33, 34, 35 ou 36 degrés. Ça va dépendre de votre bébé. Il y a des bébés qui aiment l'eau plus chaude. Il y a des bébés qui aiment l'eau plus fraîche. Alors c'est parti. On commence la toilette du bébé. Alors je vais humidifier. Mes mains. Et dans le creux de la main, je vais verser suffisamment de savon. Je fais mousser le savon
entre les mains humides, mais mon bébé est toujours sec, il n'est pas mouillé. Je vais procéder au savonnage du bébé. On dit ça, je crois qu'on dit ça. Du bébé. Attention, ce qui est important, c'est du haut vers le bas. Cette phrase-là est très très importante. Du plus propre vers le plus sale. Ça aussi c'est très très important. Je ne touche pas au visage pour l'instant. Je ne touche pas aux cheveux pour l'instant. Ça signifie quoi? Cela signifie qu'on va commencer par le cou. On ira vers les pieds. Puis en dernier les organes génitaux et les fesses, puisque c'est la zone la plus sale du bébé. C'est parti mon kiki, on y va ensemble. Je savonne le cou, la nuque, la poitrine, les aisselles, les bras, poignets, la main entre les doigts, le ventre. Alors si votre bébé a encore le cordon ombilical, n'ayez pas peur de savonner le ventre, il ne risque rien. Je le mets légèrement sur le côté, le haut du dos, le bas du dos et je ne touche pas aux fesses. J'enjambe les organes génitaux et les fesses. Haut de cuisse, genoux mollets, les pieds entre les orteils. Et enfin, les organes génitaux, j'insiste au niveau des plis pour les petites filles et en dessous des testicules pour les petits garçons. Et enfin, les fesses et l'anus. Alors vous avez vu, j'ai savonné mon bébé en moins d'1 minute, ça va vite. Et comme il n'a pas été mouillé, il a moins de risque d'attraper froid. Et une fois que j'ai atteint toutes les zones de son corps, je peux maintenant procéder au rinçage dans la baignoire. Alors comment est-ce qu'on tient le bébé dans la baignoire? Ce qui est important quand vous tenez votre bébé et que vous allez le rincer, c'est de bien placer la nuque de votre bébé sur l'avant-bras et la main ici au niveau de son épaule avec une bonne prise. L'autre main libre sous les fesses. Et vous plongez votre bébé dans l'eau du bain. Vous libérez la main, celle où vous allez travailler, pour pouvoir rincer votre bébé. Il est assis dans l'eau du bain. Et vous le rincez. Voilà. Avec l'eau tiède, c'est agréable. Votre bébé ne doit pas pleurer. Si votre bébé pleure dans le bain, soit c'est trop chaud, soit c'est trop froid. Vous pouvez réévaluer progressivement au fil des jours la température qu'il préfère. Alors maintenant on va rincer le dos. Alors pour rincer le dos, il faudra juste changer votre bébé de position. Donc la main qui travaillait attrape l'épaule à la place de l'autre main. Puis vous basculez votre bébé sur le poignet de ma main droite, ici. Vous dégagez son nez et vous le mettez à genoux cette fois-ci dans le bain. Et vous allez rincer son dos. Alors dans cette position, pendant que vous êtes en train de rincer son dos, ayez l'habitude d'avoir toujours un regard sur son nez. Il y a des bébés qui ont déjà, pendant le rinçage, plongé le nez dans le bain et ils deviennent bleus, ils avalent de l'eau, ils boivent la tasse. Donc ayez l'habitude, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre trop d'eau dans la baignoire, ayez l'habitude d'avoir toujours un œil sur le nez de votre bébé pendant que vous êtes en train de le rincer. Une fois qu'il est bien rincé, je vais le remettre en position initiale, c'est-à-dire sur le dos en fait. Et la main attrape l'épaule, il a la nuque sur le poignet. Dans cette position, je vais faire le shampoing de bébé. Je prends le savon, je mets un peu de savon sur son cuir chevelu et je fais mousser. Alors le shampoing du bébé, c'est 1 fois par jour pendant environ 6 mois. Et après 6 mois, on peut passer à 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine. Voilà, donc j'ai bien savonné le cuir chevelu de mon bébé. Je vais rincer. Je ne rince pas avec l'eau du bain parce que les bébés quelquefois font pipi pendant la toilette dans l'eau du bain. Je prévois mon petit pommeau de douche. Si je n'ai pas la possibilité d'avoir mon pommeau de douche tout près, je prévois ma carafe d'eau ou ma bouteille d'eau pour rincer les cheveux de mon bébé. Voilà. Donc mon bébé est bien rincé. Je voudrais vous faire une remarque.
parce que c'est un oubli de ma part, j'ai oublié de vous le signaler en début de séance. La serviette bleue que j'ai utilisée ici, qui m'a permis de savonner bébé, c'est la serviette que j'ai utilisée hier pour le sécher. Donc, hier, je l'ai utilisée pour sécher bébé. Je l'utilise aujourd'hui pour le savonner. Une fois que je l'ai utilisée pour savonner, je la mets au sale. Et je prends une nouvelle serviette propre. Donc, c'est la serviette rose qui sera utile pour sécher bébé aujourd'hui. Et je vais poser mon bébé sur la serviette propre pour pouvoir le sécher. Voilà, nous allons procéder maintenant aux petits soins du bébé. Alors, quand vous séchez votre bébé, vous séchez au niveau de la tête d'abord. Si vous avez une serviette avec capuche, c'est encore plus pratique. Le cou, toutes les zones qui ont des plis, hein. Les aisselles, coudes, poignets entre les doigts, vous séchez bien. Bien sûr, les zones sans plis, on sèche. L'aine des cuisses, genoux, chevilles, les pieds, les orteils, les organes génitaux, on insiste, et les fesses et le pli entre les fesses. Voilà, donc là j'ai fini le bain, je l'ai séché. Je vais mettre une petite couche propre sous les fesses, mais je ne vais pas attacher la couche propre pour l'instant, parce que maintenant nous allons procéder ensemble aux petits soins du bébé. Et vous allez comprendre, hein, comme les organes génitaux font partie des petits soins, j'attacherai la couche une fois que j'aurai fini le soin des organes génitaux. Sachant que je vais commencer les petits soins du bébé, donc il peut attraper froid, là je vais le réchauffer un petit peu avant. Je me relave les mains. Là c'est très très important de se relaver les mains. Vous avez peut-être l'impression que vos mains sont propres, mais il faut avoir le réflexe de se relaver les mains. Pourquoi? Parce que nous allons maintenant nous occuper du visage du bébé et faire les soins du visage du bébé. Je les sèche avec du papier. On fait le visage. Puis, dans les petits soins, on fera le cordon ombilical, je reviens dessus tout à l'heure. Et en dernier, on finira par les organes génitaux. Donc, on commence par le visage. Pour le visage, nous allons procéder d'abord au soin des yeux, puis le soin du nez, le soin de la bouche, le soin des oreilles, le cuir chevelu et le visage lui-même. Donc ce sera un peu long. C'est très très important de bien connaître ces différentes étapes et de comprendre leur utilité. Donc j'ai les mains propres, je commence par le soin des yeux. Pour les yeux, on utilise des compresses stériles. Alors sur votre paquet de compresses, quelle que soit la marque du paquet, vous avez souvent une petite flèche. Cette petite flèche correspond à l'ouverture du paquet de compresses. Une fois que vous repérez votre flèche, vous placez vos pouces de chaque côté de la flèche et vous allez essayer d'ouvrir le paquet de compresses ainsi, sans toucher les compresses, parce que les compresses sont stériles. Donc en douceur, vous ouvrez et vous évitez de toucher vos compresses. Voilà, je dépose les compresses ici. Pour les yeux, on utilise du sérum Phi. Donc, je prends une dosette de sérum Phi remplie. Je prends ma compresse. Alors, quand vous utilisez votre compresse, attrapez-la par le coin. Puis, vous allez rapprocher les 4 coins. Voilà. Et vous faites un petit parachute avec votre compresse. Vous mouillez votre compresse avec le sérum Phi et vous allez nettoyer l'œil du bébé, toujours avec la même phrase, du plus propre vers le plus sale. Ça, c'est la phrase du jour. Le plus propre de l'œil, c'est le bord externe. Le plus sale de l'œil, c'est le bord interne. Donc, vous nettoyez l'œil de votre bébé du bord externe vers le bord interne. Et même si votre compresse vous paraît propre, même si vous vous dites finalement il n'y avait rien dans l'œil, jetez votre compresse parce que vous avez quand même enlevé des petits microbes et vous ne devez pas réutiliser la même compresse sur le même œil ou sur l'autre œil parce que vous remettez les microbes dans l'œil.
Vous faites la même chose pour l'autre œil. Et là, normalement, les yeux du bébé sont propres. Alors, petite parenthèse. Le bébé peut avoir un début de conjonctivite. Comment identifier le début de conjonctivite de votre bébé? Vous avez des yeux qui vont commencer à couler, à larmoyer. Le larmoiement peut être plus ou moins épais, plus ou moins jaunâtre, plus ou moins verdâtre. Et ça va coller les paupières de l'œil de votre bébé. Si vous êtes confronté à cela, vous allez utiliser une dosette de sérum Phi entière. Vous écarquillez les paupières de votre bébé et vous allez vider toute la dosette de sérum Phi. Voilà. Dans l'œil, une dosette entière dans l'œil. Alors les bébés n'aiment pas ça, ça c'est sûr. Puis vous prenez une compresse sèche. Même technique, vous rapprochez les 4 petits bouts pour en faire un petit parachute. Et vous séchez l'œil du bord externe vers le bord interne pour enlever toutes les sérosités qui collent. Et vous jetez votre compresse. Cependant, ce n'est pas suffisant. Il faudra consulter chez le médecin pour qu'on vous prescrive des gouttes antibiotiques contre la conjonctivite. Donc nous avons vu le soin de l'œil. Maintenant, nous passons au soin du nez. Alors, pour le nez de bébé, il faudra 3 techniques pour soigner le nez de bébé. Les 2 premières techniques sont à utiliser tous les jours, donc au quotidien. La 3e technique, je ne la réserve que quand le bébé est enrhumé. Donc la 3e technique, ce ne sera pas tous les jours. On commence les 2 premières techniques. Première technique très facile. Franchement, elle n'est pas contraignante du tout. Vous prenez votre coton ou votre papier. Vous allez enrouler ici un petit bout de votre coton. Vous mouillez le petit bout avec du sérum Phi, légèrement. Hein. Et si vous n'avez pas de sérum Phi, vous pouvez même mouiller avec un peu d'eau du robinet. C'est pas bien méchant pour ce petit soin du nez. Puis vous introduisez en douceur la petite fusette créée dans la narine en tournant. Vous tournez et en douceur vous enlevez. Ça va ramener toutes les poussières agglomérées de la narine, du nez, du bébé. Vous faites la même chose pour l'autre narine. Donc, soin quotidien, la petite fusette. Autre soin quotidien. Alors, je vais vous conseiller le spray pour bébé. Alors, comment est-ce qu'on voit qu'un spray est pour bébé au niveau du nez? Grâce à l'embout qui est beaucoup plus épais. Vous avez des sprays à l'eau thermale ou des sprays à l'eau de mer. Vous pouvez les utiliser au quotidien. Donc, vous introduisez en douceur l'embout dans la narine. Vous appuyez. Regardez le jet. Le jet est très doux. Ça ne gêne pas le bébé et ça va enlever les poussières accumulées dans la narine du bébé. Donc, en usage quotidien, c'est 2 techniques. Maintenant, votre bébé est enrhumé. Alors, comment vous verrez que votre bébé est enrhumé? Il a le nez pris ou le nez qui coule. On a un petit bruit de ronronnement au niveau du nez. Ce petit bruit de ronronnement ne s'arrête pas, même quand il est à la verticale. Donc, effectivement, mon bébé est enrhumé. La première chose à faire quand vous avez une suspicion de bébé enrhumé, c'est de laver le nez avec des dosettes de sérum Phi. Vous mettez votre bébé sur le côté. Et pour cela, on aura aussi besoin du mouche-bébé. Donc, je prends le mouche-bébé. Vous mettez votre bébé sur le côté. Vous maintenez la tête du bébé avec une main, l'avant-bras sur le corps du bébé. Vous placez la dosette au niveau de la narine du haut. Vous appuyez très fort. Alors, il faut vraiment, quand vous appuyez sur la dosette, ne pas avoir peur. Faites un coup sec et puissant. Ça propulse le sérum Phi dans la narine. Puis, comme ça propulse dans la narine, ça fait couler le rhume de la narine du bas vers la serviette. Donc, je suis ici, je propulse et la narine du bas va couler. Le rhume va couler sur la serviette. Une fois que j'ai fini de nettoyer avec ma dosette,
Je place mon mouche bébé au niveau de la narine du bas. J'aspire pour justement finir le nettoyage et enlever le rhume. Vous avez fait ce côté, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous placez votre bébé ici, vous maintenez avec une main, vous prenez une nouvelle dosette de sérum FUI au niveau de la narine qui est en haut, vous propulsez avec puissance le sérum FUI, le rhume coule sur la serviette, vous prenez votre mouche bébé, vous placez au niveau de la narine du bas, vous aspirez sur le mouche bébé pour finaliser le lavage du nez. Alors, là j'ai utilisé une dosette par narine, une dosette, une dosette. On peut, quand le bébé est enrhumé, aller jusqu'à 4 dosettes par narine. Si vous, au bout de la première dosette, c'est pas fini, vous sentez qu'il y a encore du rhume, prenez 2 dosettes par narine. On peut aller encore 3 dosettes par narine, 4 dosettes par narine. À chaque fois, vous aspirez avec le mouche bébé. Ceci toutes les 3 heures avant que le bébé ne boive son biberon ou son tété. Donc voilà pour les soins du nez du bébé. Alors maintenant, on va procéder aux soins de la bouche du bébé. Ce qui est important quand vous nettoyez la bouche du bébé, c'est de comprendre pourquoi vous nettoyez la bouche du bébé. La bouche du bébé est tout le temps en contact avec le lait maternel ou le lait artificiel, et tout le temps humide, et peut donc favoriser l'apparition d'un champignon qu'on appelle le muguet. Donc c'est important de nettoyer tous les jours la bouche du bébé pour un petit peu enlever le sucre dans la bouche, et puis surtout vérifier que le muguet n'est pas apparu et commencer à le traiter. Pour cela, on prend une compresse stérile. Vous allez enrouler ici votre index avec la compresse stérile. Vous pouvez mouiller avec du sérum FUI. Vous introduisez l'index et la compresse dans la bouche du bébé. Donc le bébé, il a un réflexe de succion. Il va téter le doigt et la compresse. Donc vous n'aurez pas grand chose à faire pendant que le bébé tète votre doigt avec la compresse. Vous allez gratouiller la langue, gratouiller le palais, gratouiller un petit peu les joues, les gencives du haut, les gencives du bas. N'allez pas dans la gorge, ça va le faire vomir, c'est pas la peine d'aller tout au fond. Puis vous enlevez votre compresse et vous jetez votre compresse. Donc là, j'ai imbibé la compresse avec du sérum FUI, mais l'idéal, c'est le bicarbonate de sodium. Alors, je vous montre le bicarbonate, je l'ai là. Voilà, le bicarbonate que vous trouvez en pharmacie, déjà dilué à 1,4%, sous ordonnance de préférence, hein, mais il me semble qu'on peut prendre sans ordonnance. Donc, je vais se renseigner, ou bien vous pouvez vous renseigner de votre côté, vous pouvez déjà avoir votre bicarbonate. Donc ici, vous avez une opérancule, puis la bague en métal, et en dessous de la bague en métal, vous avez un bouchon en caoutchouc qui permet de fermer la bouteille et de la conserver au frais après ouverture. Donc on a fait les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Alors ce qui est important pour les oreilles, c'est de ne jamais rien introduire dans le conduit auditif de votre bébé. Pas de coton-tige, et même les cotons-tiges avec embout, les gros embouts, non. Il y a un risque de perforation du tympan. Il y a un risque aussi d'augmenter l'accumulation du cérumen au fond du conduit et de durcir le cérumen. Donc, pas d'objet dans l'oreille du bébé. Vous prenez une compresse propre, pas une compresse, un coton propre que vous mouillez au sérum FUI ou à l'eau du robinet. Et tous les jours, vous allez nettoyer le lobe de l'oreille de votre bébé avec de l'eau et du coton, tout simplement. Vous pouvez faire l'entrée du conduit auditif, mais pas l'intérieur. Pour le conduit auditif, vous demandez en pharmacie des solutions auriculaires pour nouveau-né. Et les solutions auriculaires pour nouveau-né se mettent dans le conduit une fois par semaine, pas plus.
Donc une fois par semaine, vous distillez un petit soluté auriculaire dans l'oreille de votre bébé pour nettoyer le conduit auditif. Alors, maintenant on va faire le visage. Alors le visage de votre bébé peut présenter des petits boutons. Les petits boutons s'appellent souvent l'acné du nourrisson. On peut utiliser de l'eau thermale en spray pour commencer à traiter l'acné du nourrisson. Si votre bébé n'a pas de petits boutons, vous pouvez lui passer un coton mouillé sur le visage et vous pouvez hydrater son visage avec de l'huile d'olive. S'il y a des petits boutons, vous ne mettez pas d'huile d'olive, vous mettez juste un petit peu d'eau thermale. Au niveau des cheveux, alors je vais vous expliquer que dans le bain que le shampoing c'est une fois par jour. Votre bébé peut présenter au niveau du cuir chevelu ce qu'on appelle des croûtes de lait. Alors les croûtes de lait, ce sont des pellicules, un excès de sébum au niveau du cuir chevelu du bébé, dû aux hormones de la maman et qui vont un petit peu ressembler à des écailles de tortue. C'est pas très joli, mais ce n'est pas quelque chose de grave et avec une hygiène correcte, ça va disparaître progressivement. Si votre bébé a des croûtes de lait, les petits gestes à faire, avant le bain, avant le shampoing, vous mettez de l'huile. Vous appliquez un peu d'huile d'olive sur le cuir chevelu, vous peignez en douceur avec un petit peigne, sans gratter, parce qu'il ne faut pas décoller les croûtes, hein, ça va se décoller tout seul. Vous peignez, vous lui faites son shampoing, et après le bain, on va pouvoir lui mettre un peu d'eau thermale aussi au niveau des croûtes de lait qui vont aider à sécher. Si vous voulez plus de précision de produits, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, je vais vous donner plus de précision. Donc là, nous avons fini le visage du bébé. Nous allons à nouveau nous relaver les mains. Avec de l'eau, du savon, je rince, j'essuie avec du papier et nous procédons maintenant aux soins du cordon ombilical. Alors, je prends le cordon ombilical qui est normalement fixé sur le bébé pendant toute la grossesse, à la naissance, ici, et qui est normalement relié au placenta, mais je ne parle pas du placenta aujourd'hui. Alors, à la naissance, on place ici, au niveau du cordon ombilical, une pince, ça s'appelle le clan de Barre, c'est une pince hémostatique qui empêche à l'écoulement du sang. Donc, une fois que la pince est en place, on peut couper le cordon ombilical ici, et il n'y aura pas de saignement extériorisé. Alors, je ne vais pas fermer la pince, c'est juste pour vous montrer au niveau de la démo. Donc, on imagine qu'elle est fermée. Et toute cette zone-là n'est plus sur le bébé. Il n'y a que cette zone-là sur le bébé à partir de sa naissance. Et tous les jours, vous allez devoir désinfecter et vérifier le cordon ombilical jusqu'à ce que le cordon tombe. N'ayez pas peur du cordon ombilical. Alors, c'est vrai que c'est pas esthétique, c'est pas joli. Ça va être au début un peu comme, il y a un papa qui m'avait dit que ça ressemblait à du calamar. Un peu texture calamar, voilà, texture pieuvre, un peu mou comme ça, couleur beige. Au fil des jours, vous allez vous rendre compte que ça va sécher, ça va noircir et tomber. Il n'y a pas de nerf au niveau du cordon ombilical. Donc le bébé ne sent pas quand vous touchez le cordon et il n'a pas mal non plus. N'ayez pas peur, donc, quand vous faites votre soin de cordon, de manipuler un peu comme ça votre cordon pour bien désinfecter partout. Je suis sûre, les filles, que vous n'allez pas tirer dessus. Je vous fais confiance. Donc, n'ayez pas de crainte. Alors, pour le soin du cordon ombilical, je prends une compresse stérile. Vous connaissez déjà le petit geste. Je rapproche les 4 petits bouts. Ainsi. Et je vais prendre l'antiseptique qui vous sera prescrit à la maternité. Voilà. Je vais mouiller ici le coton, pas le coton, la compresse avec l'antiseptique. Et je vais d'abord commencer mon soin par désinfecter la pince. Je désinfecte d'abord la pince. Je désinfecte l'endroit où on a coupé le cordon. Le long du cordon ombilical.
la base du cordon ombilical. Alors là, les bébés pleurent parce que comme c'est froid, quand ça touche la peau, ça fait un peu pleurer. Mais ce n'est pas la douleur, c'est la différence de température. Les bébés n'aiment pas les différences de température. Mais il n'y a pas de douleur. Une fois que vous avez fait votre désinfection, vous jetez votre compresse. Et puis au bout d'une dizaine de jours, c'est une moyenne, une dizaine de jours, il y a des cordons qui peuvent tomber à 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Au bout d'une dizaine de jours en moyenne, le cordon va tomber. Donc il se détache du nombril. Allez, on se détache. Voilà. Et cette zone-là va tomber. Vous pouvez retrouver cette zone-là dans la couche, dans le body, dans le berceau. Vous ne vous alarmez pas, il est tombé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va continuer à cette fois-ci à traiter le nombril. Je peux prendre une compresse stérile, même principe, même technique. Je mouille avec l'antiseptique et je désinfecte l'intérieur de mon nombril. Alors, votre repère par rapport au nombril. Visuellement, vous aurez à l'intérieur du nombril, après la chute du cordon, un petit bout de cordon qui reste un petit peu beige. Ne vous inquiétez pas, c'est du cordon qui va sécher et disparaître progressivement. Deuxième repère pour vous, vous aurez des fois des traces de sang, des petits suintements au niveau de la couche, du vêtement. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous avez des petits suintements, des petits saignements, vous allez continuer à désinfecter avec votre compresse. Un jour, vous n'aurez plus de suintements, vous n'aurez plus de saignements, vous n'aurez plus de traces, vous n'aurez plus de boules beige. À ce moment-là, vous pourrez arrêter de désinfecter le nombril. Ça veut dire que c'est cicatrisé. Dernier soin, les organes génitaux. Je me relave les mains avant le soin des organes génitaux. Alors, pour le soin des organes génitaux, alors mon bébé il est asexué, vous avez vu, c'est ni garçon ni fille. Je me rince les mains, je me sèche les mains. Pour le soin des organes génitaux, ce qui est important, c'est pas vraiment un soin en soi, c'est surtout de vérifier au niveau du méa urinaire, c'est-à-dire l'endroit où il fait pipi, qu'il n'y ait pas de traces de sel. Pour cela, on prend un coton. Alors, on prend le coton et on va imaginer le pénis du petit garçon. C'est très facile parce qu'en fait, on va juste nettoyer le petit bout du pénis avec le petit coton mouillé et ensuite passer un petit coton en dessous des testicules parce que les selles peuvent rester collées en dessous des testicules. Chose à savoir pour les petits garçons, on ne décalote plus les petits garçons. Laissez votre pédiatre le soin de décaloter si nécessaire votre petit garçon, mais vous, parents, vous n'avez plus besoin de le faire en systématique. Donc ça, c'était pour les garçons. Pour les petites filles, vous reprenez votre coton mouillé. Alors les filles, c'est plus délicat parce qu'il y a les plis de la petite vulve et l'idée, en fait, c'est de vérifier qu'autour de l'endroit où elle fait pipi, il n'y ait pas des morceaux de sel, des traces de sel. Alors ce qu'il faut faire en douceur avec votre coton mouillé, c'est vous écarter un petit peu les petits plis de la vulve et vous allez passer votre petit coton mouillé toujours du haut vers le bas, vers l'anus, sans jamais remonter. Vous pouvez changer de coton et faire la même chose dans le petit pli qui est à gauche. Et vous recommencez le geste, toujours du haut vers le bas dans les petits plis, pour enlever les traces de sel. Alors si vous avez une difficulté particulière au niveau des organes génitaux, ça c'est des petites choses qu'on peut revoir avec vous après qu'on viendra en visite à domicile après la naissance. Alors, il faut savoir que chez les petites filles, il y a la possibilité qu'il y ait dans la couche des traces de sang. Ces traces de sang visibles dans la couche des petites filles sont des règles. Il n'y a rien d'alarmant. On connaît le processus. C'est dû aux hormones de maman qui ont imbibé le corps du bébé et qui lui donnent à la naissance des signes de puberté, se manifestant par des règles, se manifestant aussi quelquefois par des petits seins, ce qu'on voit aussi
c'est chez les petits garçons. Ne vous alarmez pas, ça disparaît. Les petits seins, ça disparaît au bout de quelques semaines. Ça ne réapparaîtra plus chez les garçons. Pour les filles, ça réapparaîtra pour la puberté. Donc une fois que vous avez vérifié les organes génitaux, donc comme je disais, ce ne sont pas des soins proprement dit, c'est surtout pour vérifier le méa urinaire. Vous fermez votre couche et on habille le bébé. Voilà. Donc là, on a fini la toilette du bébé. On va pouvoir procéder maintenant à la préparation du biberon. Donc je vous demande quelques minutes, le temps de modifier un petit peu les lieux. On était dans la salle de bain, on passera dans la cuisine. Je vais préparer rapidement le chariot en paillasse de cuisine. Voilà. Alors, pendant que j'installe tout ça, je vais vous demander encore de m'écouter. Je parle beaucoup, hein. Un petit peu de précaution. Là, je suis en train d'habiller mon bébé. Il faut savoir que quand votre bébé est sur la table allongée, pendant que je fais ça, j'en profite un peu pour donner quelques petites recommandations. Quand mon bébé est sur la table allongée, je ne dois jamais, jamais, jamais lui tourner le dos, m'éloigner pour attraper quelque chose. Voilà, je ne dois... Ayez toujours l'habitude, quand votre bébé est sur la table allongée, de toujours garder votre main sur votre bébé quand vous voulez attraper un objet qui est peut-être un peu trop loin. Hein, ne vous éloignez pas comme ça. Si vous devez attraper des objets qui sont vraiment trop éloignés, mettez votre bébé dans les bras. Les bébés sont extraordinaires. Ils peuvent se retourner à la naissance, ils peuvent ramper sur le dos, ils peuvent ramper sur le ventre. Méfiez-vous des bébés. Donc un bébé seul sur une table allongée peut être en danger de chute. Donc ne laissez jamais votre bébé sur la table allongée. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure quand je parlerai des urgences. Alors, je modifie un peu, comme je vous disais, le matériel. On ne va plus être dans la salle de bain, on passe maintenant dans la cuisine. Alors, j'enlève tout ça. Et je vais vous inviter maintenant à la préparation de biberon. Alors, pour préparer un biberon, il nous faut une assiette. Alors ça, c'est une assiette. Ça ne ressemble pas à une assiette, mais pour la démo, c'est une assiette. Un couteau propre que nous mettons sur le bord de l'assiette. Un biberon. Voilà. De l'eau. Du lait. Bien sûr, avant de préparer le biberon, il faut bien se laver les mains. Donc vous avez votre évier tout près de votre paillasse, de l'eau, du savon, du papier. D'accord? Alors, comment choisit-on les différents éléments pour avoir tout ce qu'il faut pour préparer un biberon? On va commencer par l'eau. Ce qui est important dans le choix de l'eau, c'est ce symbole, je viens vous montrer. Voilà, ici. Alors ici, on a un petit biberon et surtout, on a la petite phrase autour « convient aux nourrissons ». Donc, quand vous choisissez votre eau, vous devez choisir une eau qui convienne aux nourrissons, symbolisée par un biberon quelquefois ou symbolisée par un bébé. Si vous n'avez pas ce symbole ou cette phrase, ne prenez pas cette eau. Le choix du lait, aujourd'hui on va prendre du lait premier âge. Le lait premier âge, c'est de 0 à 6 mois, on va dire 6e mois, c'est pas 6 mois révolus, 6e mois.
Après, on va passer au lait deuxième âge de 6 mois révolus à 12 mois et au lait de croissance de 12 mois à 3 ans. Donc voilà, du lait. Le biberon. Alors là, j'ai un biberon un peu particulier parce que le corps du biberon est en silicone. Ça, c'est les nouvelles générations de biberons. La tétine elle-même est en silicone qui a la forme du sein. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour les biberons en verre parce que les biberons en verre sont vraiment au niveau prévention de la pollution, ils sont au top. La difficulté des biberons en verre, c'est qu'ils sont cassables et lourds. Si vous avez des biberons en plastique, évitez de chauffer vos biberons. Alors, il est important de bien nettoyer ces biberons à l'eau très chaude, au savon, avec un petit goupillon qui permet d'aller jusqu'à la tétine. La stérilisation n'étant plus obligatoire comme il y a quelques années. Dans le doute, rien ne vous oblige, rien ne vous empêche, excusez-moi, de faire bouillir votre biberon pendant 5 minutes. Pas plus parce que ça détruit un petit peu les plastiques et ça détruit le silicone. Donc voilà, le biberon. Ce qui est important aussi, c'est le couteau qui va nous permettre d'araser la poudre. Alors, je vais vous préparer aujourd'hui un biberon pour un bébé de 3 mois. Pour un bébé de 3 mois, il nous faut 150 ml d'eau dans le biberon et 5 mesurettes de poudre. Sur toutes vos boîtes de lait, il y a toujours un tableau qui récapitule en fonction de l'âge du bébé et de son poids, le nombre de mesurettes, d'abord la quantité d'eau et le nombre de mesurettes. Parce qu'on met toujours l'eau d'abord dans le biberon avant de mettre le lait en poudre. Alors, je vous montre quelque chose qui est très 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 important. Il faut connaître cette règle de 3. Regardez mon biberon. Ici, vous avez pour 30 ml une mesurette de poudre. Donc ça, c'est la base à connaître. Vous savez que pour 30 ml d'eau, il faut une mesurette de poudre à raser. Ce qui signifie que pour 60 ml d'eau, il nous faudra 2 mesurettes, 90 ml 3 mesurettes, 120 ml 4 mesurettes, 150 ml 5 mesurettes. C'est simplement une règle de 3. Donc ça, il faut bien le mémoriser. Sur le schéma suivant, nous avons ici un biberon qui est posé sur la paillasse et la graduation de 150 ml. Ce qui est important quand on prépare un biberon, c'est d'avoir l'œil en face du trait de graduation et d'avoir toujours le biberon sur le support, donc la paillasse de la cuisine. Ce qui va nous intéresser, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est que quand vous allez verser votre eau, le vrai niveau de l'eau qui est ici doit se placer pile poil sur le trait du 150 ml. Ce qu'il y aura au-dessus, c'est l'eau qui remonte sur la paroi du biberon. Donc, je vais vous montrer comment je fais tout de suite. Je vais me baser visuellement, à l'extérieur, vous aurez des repères, sur le dernier trait du niveau de l'eau pour être sûr que ça correspond au vrai niveau de l'eau. Ce qu'il y a au-dessus ne compte pas. Ok? Donc, on y va ensemble. On va commencer tout d'abord par verser l'eau dans le biberon. Dans mon assiette propre, je vais déposer ma tétine dans le capuchon. Je verse les 150 ml d'eau, donc il faut vraiment que mon regard soit face au trait de graduation de 150. C'est un exercice qu'on ne peut pas faire à 3 heures du matin. Impossible. Donc je vous demande de préparer vos biberons à l'avance.
Vous avez vu comment c'est pointilleux. Pour vraiment trouver le bon niveau de l'eau. En respectant le schéma qui est au tableau. Vous allez me dire que c'est à une goutte près. Oui, je dirais que c'est à une goutte près parce que la préparation de biberon nécessite d'être aussi précis. Donc là, nous avons réussi la quantité d'eau. Maintenant, nous mettons ensemble, les 5 mesurettes de poudre. Alors, dans ma boîte, la petite cuillère n'est pas accrochée ici sur le couvercle. Certaines marques ont cette possibilité. Donc, comme je ne dois jamais mettre mes doigts dans la poudre, je vais m'aider de mon couteau propre pour rechercher la mesurette. Voilà, je l'ai trouvée. Quand vous prenez vos mesurettes de poudre, ne tapotez pas, ne secouez pas la poudre, ne cherchez pas à rapprocher la poudre. Au contraire, vous ne devez pas bouger et vous allez araser avec la partie plate du couteau. Alors par contre, je n'aime pas du tout les boîtes où il y a la possibilité d'araser sur la boîte parce que je trouve que ce n'est pas précis. Ça fait aller vite et la préparation d'un biberon ne doit jamais être rapide. Et on compte à voix haute. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Super. On remet ma mesurette dans la poudre et je ferme. Donc voilà. Normalement, parce qu'on est en pays chaud, le lait n'a pas besoin d'être réchauffé. On peut le donner à son bébé à température ambiante. Je secoue d'abord circulairement pour homogénéiser la poudre et l'eau. Puis je secoue verticalement pour bien fluidifier. Voilà. Donc si jamais vous ressentez le besoin de chauffer, ne chauffez pas trop. Vous avez des chauffe-biberons effectivement. Certaines marques de lait demandent à être chauffées comme le lait anti-régurgitation. Mais normalement, en pays chaud, on n'a pas besoin de réchauffer le lait. Donc je crois que j'ai tout dit concernant la préparation des biberons. De toute façon, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me communiquer vos questions par WhatsApp. Alors on va maintenant passer à la dernière partie du cours. Je vais m'asseoir au sol parce que je suis très à l'aise au sol. Donc la dernière partie du cours, je vous montre cette feuille. Voilà, on va aborder les urgences chez le bébé et la prévention de la mort subite du nourrisson. Tous les documents du cours peuvent être donnés au cabinet ou par photo WhatsApp. J'ai également un document qui résume les étapes de la toilette du bébé. Donc tout ça, je pourrais donner ultérieurement. Donc je préfère me mettre au sol pour aborder les 2 derniers thèmes. Alors, on va commencer tout d'abord par les urgences chez le nourrisson. Je m'aide de la petite feuille pour garder le plan. Alors, j'ai les urgences chez le bébé. Il y en a plein. Je ne pourrais pas détailler toutes les urgences pour vous. Ce qui est important, c'est les 6 points que je vous donne aujourd'hui pour que vous ayez une base parce que c'est les points les plus importants. Mais ce que vous devez savoir, parents, c'est qu'au moindre doute, vous appelez votre pédiatre, votre médecin traitant ou le 15. Il vaut mieux avoir un avis médical quand vous sentez que quelque chose est anormal. Moi, je suis pour l'instinct parental parce que c'est quelque chose qui donne des indications pour l'évolution et les soins du bébé. Mais les 6 points que je vais vous apprendre maintenant vous permettent, surtout les 3 premiers mois,
de savoir comment réagir. Parce que ces 6 points sont surtout importants à connaître les 3 premiers mois, sachant qu'après vous connaissez votre bébé et vous saurez quand est-ce qu'il faut aller aux urgences. Vous aurez déjà une relation avec votre pédiatre, avec votre médecin traitant, etc. Voilà, donc on visualise déjà ces 6 points. Alors tout d'abord, la diarrhée. La diarrhée est une urgence chez les bébés de moins de 3 mois surtout, parce qu'il y a un risque fort de déshydratation. Il faut bien comprendre c'est quoi la diarrhée. La définition d'une diarrhée, ce sont des selles liquides et fréquentes. Donc liquide comme de l'eau, comme les selles sont colorées, donc c'est de l'eau colorée. En fait, votre bébé se vide d'eau colorée de manière fréquente, donc toutes les 5-10 minutes. Alors attention, si votre bébé est nourri au lait maternel, les selles sont déjà liquides avec des petits grumeaux, des petits flocons un peu dorés dans la couche, mais ne sont pas fréquentes. Donc les selles reviennent toutes les 3-4 heures, ce n'est pas une diarrhée. Si votre bébé est nourri au lait artificiel, les selles sont pâteuses, consistance pâte à dentifrice. Donc c'est plus facile en cas de diarrhée de diagnostiquer les selles liquides, et surtout si elles sont fréquentes, vous savez qu'il faut vous rendre aux urgences. Voilà pour le premier point. Deuxième point, les vomissements. Attention, les régurgitations, ce ne sont pas des vomissements. Tous les bébés régurgitent plusieurs fois par jour. Il suffit qu'il y ait un trop plein, ça déborde, ça coule. C'est du lait non digéré, du lait frais, sans odeur particulière. Le bébé n'a fait aucun effort, il régurgite. Ou bien il a fait un RO, à l'occasion du RO, il peut s'extérioriser un petit peu de lait. Ça aussi, c'est normal, ce n'est pas un épisode de vomissement. Un bébé qui vomit, c'est un bébé qui fait un effort avec son abdomen. Donc on a une contraction de l'abdomen. Ça fait partir le lait en jet. C'est du lait digéré, donc du lait caillé, qui a une odeur de lait caillé, une odeur de vomi. Et c'est un mouvement qui est répétitif. C'est-à-dire qu'il aura un premier jet, un deuxième jet, un troisième jet. Donc là, il est vraiment en train de vomir. Il faut vous rendre aux urgences. Les vomissements chez le bébé de moins de 3 mois peut entraîner également une déshydratation. Autre signe d'urgence chez les bébés de moins de 3 mois, la fièvre. Alors un bébé qui fait plus que 38 degrés à l'anus fait de la fièvre, et s'il a moins de 3 mois, il faut aller aux urgences. C'est important de bien respecter cela. Comment prend-on la température de son bébé? Donc vous avez pour votre bébé à usage personnel un thermomètre électronique dont le bout est souple. Vous introduisez le thermomètre dans l'anus du bébé en maintenant ses pieds, pour que ça ne bouge pas, et vous attendez la sonnerie du thermomètre. Si au niveau du thermomètre vous avez 38 degrés qui s'affichent ou plus, votre bébé fait de la fièvre, il faut aller aux urgences. Si vous décidez de prendre sa température sous le bras, il faut rajouter 0,5 degrés à la prise de la température. Mais l'idéal, c'est quand même la température rectale. Autre urgence chez le bébé, le changement brutal de couleur. Alors le changement brutal de couleur, il faut d'abord connaître la couleur de son bébé. Un bébé à la naissance est rose. Quelle que soit sa couleur future de peau, tous les bébés sont roses. La couleur rose du bébé est un signe de bonne oxygénation du bébé, parce que en fait la peau qui montre la couleur rose montre en fait la couleur rouge du sang. Un sang bien oxygéné est bien rouge, un sang mal oxygéné est bleu. Donc si votre bébé passe du rose au bleu, ça veut dire qu'il y a une diminution de l'oxygénation, il fait un malaise. Alors grosso modo, les variations de couleur, il passe du rose au bleu, du rose au blanc, du rose au gris, du rose au verdâtre, du rose au violet, quelque chose qui est brutal et anormal, il est en train de faire un malaise. Souvent, le changement brutal de couleur s'accompagne aussi d'un changement d'attitude. Il peut devenir tout mou ou il peut se raidir. Alors, si votre bébé fait un début de malaise, avec un petit peu ce que je vous décris, bien sûr, il faut aller aux urgences.
mais vous pouvez un petit peu stimuler sa respiration pour qu'il se réoxygène. On ne fait pas n'importe quoi, ce sont des gestes bien précis. Vous mettez votre bébé légèrement sur le côté, vous frottez vigoureusement au niveau du dos, au niveau des côtes du dos. C'est un geste qui permet de stimuler le bébé au niveau de sa respiration. Et vous pouvez alterner ce geste avec des petits coups, des petites pichenettes au niveau de la plante du pied. Donc vous alternez, je frotte les côtes et je donne des petites pichenettes au niveau de la plante du pied jusqu'à ce qu'il reprenne des couleurs et qu'il se mette à crier. Mais vous allez quand même aux urgences. Alors à ne jamais faire avec un bébé, ne secouez pas votre bébé. Votre bébé change brutalement de couleur, ne cherchez pas à le secouer, pas du tout, ça ne servira à rien. C'est dangereux pour ses vertèbres, c'est dangereux pour les artères qui passent dans le cou, c'est dangereux au niveau du crâne et au niveau du cerveau du bébé dans le crâne. Voilà, donc ça s'appelle le syndrome du bébé secoué. J'ouvre une parenthèse sur le syndrome du bébé secoué. On ne secoue pas un bébé dans la panique, on ne secoue pas un bébé dans la colère, on ne secoue pas un bébé pour jouer. Je vous montre les gestes qu'on ne doit pas faire avec un bébé quand on joue. Ce geste-là, le jeu du cheval, non. Ce geste-là, l'avion, non. On est dans le syndrome du bébé secoué, c'est dangereux pour votre bébé. Et c'est un message à faire passer à tout votre entourage. Autre urgence chez le bébé, les convulsions. Alors, un bébé qui convulse a souvent les mains qui tremblent et les pieds qui tremblent. Mais ce qu'il faut surtout visualiser, c'est les yeux qui se révulsent et qui partent en arrière. Alors, c'est une urgence. Il faut appeler le SAMU si nécessaire. De toute façon, toutes les urgences que je vous ai décrites, vous pouvez appeler le 15. Il faut appeler le SAMU. Même si les convulsions s'arrêtent, il faut quand même aller aux urgences. Et il faut placer votre bébé pendant le voyage dans son siège. Le siège auto, ne le laissez pas dans vos bras. Aux urgences, on fera ce qu'il faut pour traiter votre bébé. Autre urgence chez le bébé, les chutes. Donc je vous ai parlé à l'instant du risque de chute de la table allongée. Je vous ai bien dit de ne pas laisser votre bébé sur la table allongée tout seul. C'est valable sur le canapé, c'est valable sur le lit, c'est valable dans le transat, dans le siège auto. Votre bébé doit toujours être attaché. Parce que quand ils ne sont pas attachés dans leur siège, ils ont des réflexes et ils basculent en avant et il y a un risque de chute. Quand un bébé chute, le risque premier, c'est que la tête touche le sol. Parce que tout le centre de gravité est vers le haut du corps. Donc il y a un risque de traumatisme crânien. Si jamais votre bébé chute, il faut aller aux urgences. Mais l'idéal, c'est de bien prévenir, de faire une bonne prévention pour que ça n'arrive pas. Donc je vous ai donné là les 6 points d'urgence chez le bébé de moins de 3 mois. Dernière chose que je voudrais voir avec vous avant de clôturer ce cours par vidéo, je voudrais qu'on parle de la prévention de la mort subite du nourrisson. Alors la prévention de la mort subite du nourrisson, les gestes de prévention sont vraiment statistiquement, ont vraiment fait baisser le risque de mort subite du nourrisson. Donc si nous gardons ces gestes en conscience et que nous les appliquons, nous avons moins de risques d'être confrontés à ce drame. Et c'est pour ça que je tiens à vous l'apprendre pendant ce cours. C'est un message à faire passer à la famille et à votre entourage. Donc pour le plan, je vais m'aider de la petite feuille que je vais vous remettre. Alors, premier point à connaître par cœur pour ne pas être confronté à la mort subite, vous ne devez pas surchauffer votre bébé. Alors, à la maternité, le bébé était dans le ventre de maman à 37 degrés, il faisait bien chaud. Il arrive au monde en salle d'accouchement, on est à 20 degrés, il fait très froid, il y a un petit choc thermique. Donc c'est normal que les premiers jours à la maternité, votre bébé soit bien chauffé. Donc on lui met plusieurs couches de vêtements, il est comme un petit oignon. On met le body, la grenouillère, le pull, le bonnet, les moufles, les chaussettes, la serviette, la couverture. Un vrai petit oignon pour le réchauffer. Ça c'est valable à la maternité, c'est normal. Mais une fois que vous rentrez à la maison, vous n'avez plus besoin de transformer votre petit bébé en oignon. Il n'a pas besoin de plusieurs couches de vêtements. On va progressivement
l'habituer à la température ambiante et surtout éviter de trop le chauffer. Parce que quand il est surchauffé, il y a un risque de transpiration, donc de déshydratation. Alors, en pays tempéré, les pédiatres recommandent que la pièce où dort le bébé soit chauffée à 20 degrés. En Martinique, où on est en pays chaud, c'est quasiment impossible de mettre la pièce à 20 degrés, même avec la clim, c'est pas possible, on n'a pas tous la clim, on ne met pas la clim tout le temps, et à la limite, quand on met la clim, on la met à 25-26 degrés. Donc, conclusion, puisqu'on ne peut pas mettre la température à 20 degrés, l'endroit où reste le bébé, eh bien, on prendra l'habitude de ne pas le chauffer et de lui mettre une seule couche de vêtements, soit le body, soit la grenouillère. Vous pouvez y associer le bonnet si vous voulez, les moufles et les chaussettes, mais pas plus d'une couche de vêtements. Quand on est en zone très chaude de l'année, donc je pense souvent au mois de juillet-août, on peut laisser son bébé en couche sans clim. Voilà, donc ne surchauffez pas votre bébé pour éviter les déshydratations. Autre point pour éviter la mort subite du nourrisson, ne pas mettre dans le berceau de votre bébé tout ce qui risque de venir recouvrir son visage, comme des oreillers, des couettes, des gros nounours, des édredons et même le tour de lit. Je suis une anti-tour de lit. C'est très joli, très esthétique, etc. Mais c'est hyper dangereux et ça peut recouvrir le visage de votre bébé. Donc évitez tout ce qui risque de l'étouffer. Votre berceau doit être avec que le drap housse, sans rien. Les barreaux ne sont pas risqués. Et normalement, il y a des normes pour les barreaux, bon, à condition qu'on achète son berceau dans un magasin aux normes. Si vous avez un lit parapluie, attention, le lit parapluie est vendu avec un matelas de cette épaisseur-là. C'est le matelas du lit parapluie. Ne rajoutez pas des matelas de 10 à 15 cm d'épaisseur qui ne sont pas faits pour les lits parapluies, qui sont faits pour les berceaux à barreaux. Il y a des bébés qui peuvent rouler et rester coincés entre le gros matelas et la paroi du lit parapluie. Donc vous avez un lit parapluie, vous avez un tout petit matelas tout mince. Et là, votre bébé n'a pas de risque. Autre point pour la prévention de la mort subite du nourrisson, toujours coucher le bébé sur le dos. Alors je vais vous montrer mon bébé qui dort sur le dos. Je prends le coussin allongé qui va représenter le matelas. Le matelas du berceau. Alors mon bébé dort sur le dos. Voilà. Quand mon bébé dort sur le dos, c'est la position recommandée pour lutter contre la mort subite. Quand mon bébé dort sur le dos, il a un sommeil hyper léger. Et c'est pour ça qu'en général, les mamans n'aiment pas laisser le bébé dormir sur le dos, parce qu'au moindre bruit, il se réveille. Eh bien, sachez que c'est parce qu'il a un sommeil léger, au cas où il fera un malaise, eh bien, il va se réveiller pour lutter contre le malaise. Quand un bébé dort sur le ventre, il a le risque de coincer son nez dans le matelas, premier risque. Mais surtout, il a le risque d'avoir un sommeil profond. Les bébés qui dorment sur le ventre ayant un sommeil profond, s'ils font un malaise, ils ne se réveillent pas. Et c'est ça qui empêche au bébé de se débattre un petit peu et ça ne sauve pas sa vie. Donc, depuis qu'on a mis en place la recommandation de laisser dormir les bébés sur le dos, eh bien, la mort subite du nourrisson a complètement chuté et on sauve des vies. Si vous avez peur des régurgitations, parce que ça aussi c'est quelque chose qui fait peur, j'entends beaucoup, oui mais sur le dos il peut avoir des régurgitations. Les bébés qui ont des régurgitations sur le dos ne vont pas s'étouffer dans leur régurgitation. Mais si vous avez peur, il suffit de placer un cale-bébé en dessous de votre matelas de berceau et d'incliner votre matelas ainsi et votre bébé aura beaucoup moins de régurgitation. Ce sont des petites choses que je pourrais vous montrer après l'accouchement. Placer le bébé dans le cocon, surélever le matelas et vous verrez que ça va améliorer son sommeil. Autre chose pour lutter contre la mort subite du nourrisson, l'allaitement maternel protège le cerveau du bébé et empêche la mort subite du nourrisson. J'en reparlerai quand je ferai le cours sur l'allaitement. Autre point, ne pas dormir avec bébé dans son lit. Un bébé qui dort dans le lit des parents, il y a un risque de chute.
il y a un risque que les parents roulent dessus, il y a un risque, voilà, il faut qu'il dorme vraiment dans son berceau. Donc ça c'est très très important aussi. Et dernier risque pour lutter contre la mort subite du nourrisson, il faut arrêter de fumer. Le tabac maternel, le tabac paternel, l'entourage, la fumée du tabac, l'odeur du tabac dans les vêtements, dans les tissus, dans les coussins, dans les rideaux de la maison, tout ce qui rappelle le tabac entraîne chez le bébé des apnées et peut bloquer sa respiration. Donc l'idéal, c'est que la famille, s'il y a des gens qui fument, arrête complètement la cigarette. Alors, je crois que j'ai tout dit concernant ce cours aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, j'insiste, vous pouvez me recontacter sur WhatsApp. Les documents écrits, je peux également vous les donner. Je souhaite vraiment que vous mémorisiez toutes les petites étapes de ce cours, même avant l'accouchement, parce que ça va vous aider à mieux vivre la naissance de votre bébé, c'est-à-dire l'après. Vous serez déjà plus aguerri pour prendre soin de votre bébé, vous gagnerez en confiance. Je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir publier d'autres cours, surtout pour celles qui sont confinées. Bon accouchement et n'hésitez pas à m'appeler. Au revoir.